Fabien Couvert, donc je suis chef de projet, chez Clee Group dans les équipes Digital Workplace et donc je m'occupe de projets de bout en bout, de Digital Workplace sur la solution Jalius. Donc aujourd'hui, je vais participer, oui, avec une intelligence artificielle à une démonstration. Je vais un peu changer de casquette, vous verrez pendant la démonstration. À un moment, j'aurai plutôt ma casquette chef de projet, où j'ai la connaissance, technico-fonctionnelle du produit et surtout comment ça fonctionne. Par moment, je serai plus dans un cas d'usage réel, hem, d'un travail sur une équipe de communication. Vous verrez ça. Donc on va attaquer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, lors de cette présentation, vous pouvez les mettre dans le chat, j'y répondrai après coup. Donc bienvenue dans l'ère du post-digital. On commence à avoir, l'habitude de l'utilisation de toutes ces intelligences artificielles et je commence par quelques slides sur, rappeler l'intelligence artificielle, c'est bien, ça commence à faire vraiment des miracles. Néanmoins, il y a certains garde-fous à avoir en tête quand on mène un projet d'intelligence artificielle, souvent sous forme de POC, où on va aller, tester, et monter en compétence sur l'utilisation et sur les réels cas d'usage. Alors apparemment vous en avez pas mal discuté ce matin, mais, l'idée voilà, c'est de monter en compétence sur cette IA et donc on a des garde-fous à avoir, du moins certains sujets qui doivent, être en tête quand on lance un projet de ce type et quand on amène des cas d'usage dans une digital workplace. Le premier, ça va être la confidentialité. La confidentialité des données, où ces données vont partir. Est-ce qu'elles vont être utilisées à des fins d'entraînement des moteurs de recherche? Alors, il y a certains moteurs, qui, automatiquement prévoient dans leurs conditions, d'utilisation de ne pas utiliser les données à des fins d'entraînement. Mais certains modèles, sur les versions payantes, n'utilisent pas vos données, mais sur les versions gratuites, ne disent rien et donc ça sous-entend que ces données sont utilisées pour entraîner les moteurs. Heu, Ça va si c'est pour rédiger un article de communication, ça commence à être plus compliqué si on commence à mettre des informations, un peu critiques pour une entreprise. En tout cas, c'est un sujet qui est important et c'est le premier élément à cibler quand on amène des cas d'usage, c'est où est-ce qu'on va aller, choisir cette IA et on en reparlera, de cette versatilité que propose Jalius sur les modèles d'intelligence artificielle. Deuxième gros sujet, la souveraineté, heu, quelles vont être les dépendances vis-à-vis d'autres acteurs, étrangers ou pas? Heu, Quelle va être notre dépendance vis-à-vis de certaines lois? Alors on parle beaucoup du Cloud Act aux États-Unis, qui, permet à l'administration américaine, d'accéder aux données utilisateurs et aux données des entreprises sur des serveurs, d'entreprises américaines. À partir du moment où on utilise un service américain, en fait, que les données soient hébergées en France, ou pas, ou aux États-Unis, l'administration américaine peut, réquisitionner, peut, faire valoir, selon certaines règles bien entendu, l'accès à ces données. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'elle n'a aucune obligation d'aller notifier l'utilisateur ou l'entreprise, de cette enquête en cours. Donc c'est quelque chose à avoir en tête. On parle beaucoup d'Azure AD, avec OpenAI. On est clairement soumis à ce genre de loi. Ça peut être, voilà, enfin, en tout cas, il faut l'avoir en tête. Je vais continuer sur le sujet, je vais passer les slides ici, ce sera plus simple. Sur un sujet qu'il faut aussi, avoir en tête sur enfin sur l'entraînement des modèles, sur le coût d'utilisation des modèles. Là, on parle de la notion environnementale. Pour faire cette étude, je me suis basé alors sur les seuls chiffres, communiqués par OpenAI sur l'entraînement de GPT-3. J'ai pu, transposer ça sur des modèles GPT-4o. Donc j'en parlerai, juste un peu plus tard. L'idée, c'était de partir sur, donc plusieurs études, de Stanford, de Google, voilà, des informations que j'ai pu récupérer sur le coût d'entraînement vraiment des modèles. Donc on a un chiffre, hein, 502 tonnes de CO2. Alors certains, articles parlent plutôt de 100 tonnes, d'autres, 600-700. En tout cas, on est sur l'ordre de grandeur de autour de 500 tonnes de CO2. Et donc on a le coût de l'entraînement. C'est vraiment la 1re grosse brique. Cette brique, d'entraînement, va permettre de traiter un nombre de requêtes sur la vie de ce moteur avant qu'il soit obsolète. GPT-3, on a 10 millions de requêtes par jour, c'est une estimation, et donc on a le nombre total ainsi que le nombre de requêtes qui va être traité et au final on arrive à un coût, en termes de CO2 équivalent par requête. Je fais la parenthèse tout de suite sur les nouveaux modèles GPT-4o par exemple, qui est grosso modo 10 fois plus, costaud en termes de paramètres, heu et pour lequel le coût d'entraînement a été environ 100 fois plus important. Donc 100 fois plus important, ça commence à pas être négligeable, hein, mais néanmoins, l'utilisation du moteur, elle aussi, a été 100 fois plus importante. Donc
le coût d'une requête est, peu ou prou autour du gramme, alors 0,5, 0,4, 0,2 grammes de CO2 par requête, mais on l'utilise beaucoup plus. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas à avoir en tête. On verra plus tard comment on peut aller mitiger, cette utilisation de cette ressource et faire les bons choix, pour limiter l'impact. Le deuxième gros pilier, c'est la partie traitement. Donc là, il y a 2 études de Google et Bloom, qui ont amené ce chiffre de 1 gramme de CO2. Donc là, c'est vraiment l'utilisation en termes plus électricité, bande passante, d'envoi d'informations. Et le troisième volet, c'est la partie matérielle, donc c'est le coût des serveurs, heu, le coût d'installation des serveurs qui lui est à mettre en place une fois. Tout ceci, on arrive sur une utilisation du moteur d'intelligence artificielle à 1,56 grammes. Alors voilà, c'est un chiffre très précis, au final qui est basé sur des produits en croix, hein, mais en tout cas, on a une estimation, heu, de du coût, en termes de CO2 d'une requête. Alors si on fait ça sur 100 requêtes, on arrive voilà sur une quinzaine de kilos de CO2. On peut essayer de comparer ça, face à un steak de bœuf, c'est l'image que j'ai mis en haut à droite là, où on est plutôt sur 5 kilos. Heu, on peut comparer ça à un trajet en voiture. Donc alors c'est vraiment des comparaisons, pas à prendre au 1er degré, mais ça donne une référence. Néanmoins, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est très consommatrice quand même, surtout qu'on s'en sert de plus en plus, mais néanmoins, il faut quand même avoir un référentiel, pour savoir où on met les pieds. Alors, donc ça voilà, c'est la deuxième grosse brique, dont enfin, 2e gros slide sur lequel je voulais échanger avec vous. Voilà, sur les informations enfin les informations, la partie, ressources, environnementales qui est nécessaire à faire fonctionner ces moteurs d'intelligence artificielle et on verra comment mitiger, cet usage. Dernier slide, après passe à la démonstration, promis, la perte de contrôle. Alors perte de contrôle, on peut donner plusieurs noms, en tout cas, il y a des sujets de délégation de responsabilité quand on se met à utiliser l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que cette intelligence, elle va produire du contenu, elle va analyser des documents, elle va aller faire des synthèses sur des informations et donc sans s'en rendre compte, on transfère une part de la responsabilité de notre travail quotidien à ces moteurs d'intelligence artificielle. Hem, Ça nécessite un contrôle, on essaie de faire le mieux qu'on peut, mais néanmoins, ces moteurs produisent de la donnée que l'on utilise à des fins de décision derrière ou de production à minima et de transmission d'informations. Donc c'est un risque à mitiger, en tout cas à avoir en tête, qui est lié au deuxième point. Le troisième point, c'est la partie auto-alimentation. En effet, plus on va utiliser ces moteurs d'intelligence artificielle, plus on sera à même de produire de la donnée et donc cette donnée va se retrouver au final disponible pour d'autres moteurs d'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de papiers de recherche qui commencent à sortir sur cette mécanique. Heu, Nous, en tant qu'utilisateur final, on n'a pas la main sur ce genre de fonction. C'est-à-dire que nous, on sera un peu spectateur, mais néanmoins, il faut savoir que c'est un sujet, sur lequel il y a des recherches, où les personnes se posent des questions réellement sur quels vont être les risques potentiellement de cette auto-alimentation, ce de ce fine tuning, on peut parler de ça, voilà, qui peut être dangereux, qui peut amener à une perte, de qualité de ces moteurs. Et le dernier sujet qui est la limitation, des données. Alors, j'ai mis limitation, je ne savais pas trop comment le mettre, mais en tout cas, en termes de données, utilisées pour entraîner ces moteurs d'intelligence artificielle, Elon Musk parlait que l'année dernière, on avait atteint déjà, la limite des données qualitatives pour aller entraîner nos moteurs. Donc on a consommé la totalité des données présentes sur internet de qualité pour aller entraîner tous ces moteurs d'IA. Yann Lequin, qui est le directeur, d'intelligence artificielle de Meta, qui a beaucoup travaillé, qui est un chercheur, hein, sur ces problématiques d'IA, enfin sur ces moteurs d'intelligence artificielle, parle, des prochaines années, sur cette limitation, des moteurs d'intelligence artificielle en termes de consommation et d'entraînement. Donc voilà, c'est encore une fois un élément à avoir en tête. Je pense qu'on va arriver à une sorte de plateau, d'entraînement des moteurs et je pense que c'est pas plus mal parce que les moteurs sont déjà, assez capables, bien entraînés et ça va être plus de la recherche sur, les performances du codage de ces IA et des performances du matériel qui vont amener à un abaissement du coût en fait d'usage de ces moteurs, de manière générale. Ce qui est une bonne chose. J'ai terminé cette, démonstration et vous avez peut-être fait attention, il y a une petite personne qui est arrivée en haut à droite, qui va m'accompagner pendant cette démonstration. Je change tout de suite de slide, de page. Alors, j'avais fait un groupement? Oui, il est là mon groupement et donc me voici, parti sur la démonstration. Hem,
Je vais me présenter, donc là, je prends une autre casquette, hein, clairement, je pars dans un cas d'usage. Je viens de changer de poste au sein de Clee Group. On voit notre intranet là, Weekly, qui est en bon, c'est la version de démonstration en tout cas et je suis, maintenant au département communication et marketing, de Sibyl, et je travaille pour Jennifer. Et l'idée, c'est d'arriver, maintenant, dans cette plateforme et j'ai mon assistant à gauche, le Taskly, qui va être capable, de m'assister dans les différentes tâches et surtout de me guider. Donc je vais pouvoir lui parler, échanger avec lui. Heu, je reviendrai à la fin de la présentation un peu sur les arcanes du fonctionnement de ce moteur, un peu pour rentrer dans le détail et aller toucher comment on va aller paramétrer ça, vraiment techniquement. On va rentrer dans le concret. Donc je vais lui demander, je vais dire: «Je viens de poste au sein, de CLI et je travaille maintenant à la communication». Voilà et la première chose que m'a dit Jennifer, elle m'a dit: «Bah, écoute, il me faut un article, sur, les nouveautés de l'intranet, et le plus important, ça va être, l'annonce de la soirée annuelle qui a lieu, le mois prochain, un peu plus d'un mois, sur la soirée, où on va présenter les résultats et ainsi de suite». Donc c'est la première chose que je vais lui demander, hein. Je, vais, devoir écrire, je pourrais peut-être plus même laisser les fautes de frappe. Écrire un article, sur l'intranet. Alors j'ai un article assez général pour l'instant, je sais même plus oh bah super, dis donc. Ah, On appelle ça l'effet démo, l'effet vous voyez? démo. Ah mais oui, mais je sais pourquoi. C'est pour me connecter tout à l'heure à la plateforme sur Firefox et j'ai désactivé mon VPN. Donc j'ai plus accès à mon cluster. Bougez pas, je réactive mon VPN tout de suite. En espérant qu'on te Il est en train barre de se pas à cause du VPN du coup. bah, j'espère pas, ouais, j'ai eu un problème tout à l'heure, j'ai installé Firefox, rapidement, F5 et voilà, ça y est, il est là, on est sauvé. Donc, bonjour, je viens de changer de poste, j'avais copié-collé ma phrase, hein, et je travaille maintenant à la communication et je vais devoir écrire un article, bah, sur l'intranet. Et donc là, ce que le moteur va faire, c'est qu'il va aller, interroger, le moteur que j'ai configuré. On verra tout à l'heure comment je l'ai configuré, hein. Et donc il me dit tout clairement, «Vous avez la possibilité de rédiger des actualités sur l'intranet en suivant ce lien». Donc il me donne un lien, c'est super sympa et sur cette page, vous pouvez utiliser des fonctions d'IA avec l'icône baguette magique. Très bien. Je vais pouvoir cliquer sur, le lien qu'il me propose et je devrais en toute logique arriver en effet, sur une page dédiée à, la production de contenu. Donc sur cette page maintenant, je vais commencer à utiliser vraiment l'intelligence artificielle, dans mon nouveau rôle côté communication et je vais renseigner dans le corps de texte. Alors j'ai commencé à écrire pour vous éviter de me voir taper, je dois écrire un article sur mon intranet annonçant l'ouverture des inscriptions à la soirée annuelle Playgroup qui aura lieu le 10 mars à 19h Château-Longchamp. L'idée ici, c'est d'accéder rapidement à des fonctionnalités d'intelligence artificielle et surtout de guider et de, on va dire, forcer, le mot est pas bon, mais de proposer aux utilisateurs un moteur qui sera choisi, qui peut être différent selon les cas d'usage, et j'évite ainsi tout ce qui est shadow IA qui commence, qui est inévitable, hein, chaque utilisateur va aller utiliser son moteur d'IA, et donc là, je vais essayer de focuser les usages de par ma digital workplace à telle ou telle IA et donc à sécuriser autant que possible l'envoi d'informations à tous ces moteurs. Et donc là, on voit qu'il m'a généré, un paragraphe tout simplement. Donc nous avons le plaisir de vous annoncer que les inscriptions pour la soirée annuelle Clee Group sont désormais ouvertes. On a un paragraphe sur l'occasion unique de partager un moment convivial, mais c'est parfait, cette année, vous promettons une soirée mémoriale riche en faits et OK. Et donc là, on demande l'inscription. Donc là, rien d'exceptionnel, hein, on est sur du, ChatGPT-like, mais qui est complètement intégré à la digital workplace. C'est surtout ça qui est intéressant hem et qui est paramétrable. On verra plus tard. Donc remplacer le texte tout simplement. Donc là, j'ai maintenant le texte qui est renseigné. Je vais continuer en, proposant la fonction de résumé. À droite, on a un champ résumé qui sert à qualifier les informations sur l'intranet et à, remonter dans les résultats de recherche. Donc les inscriptions pour la soirée annuelle de Cligroup, on va mettre, au Château Longchamp, le 10 mars sont ouvertes. Les places sont limitées. Inscrivez-vous via l'intranet. Et donc je peux avoir cette information et pour terminer, je vais lui demander même de résumer, de me proposer des titres, toujours basés sur ce contenu, suggérer des titres. Toutes ces fonctions ici, je prends un peu ma casquette plus chef de projet, Clé Group, on a la main, c'est-à-dire Jalios nous a proposé des points de branchement pour aller, rajouter en fait des accès rapides dans cette fonctionnalité d'intelligence artificielle. Donc on peut, ainsi pré-prompter l'IA pour qu'elle fasse un résumé
heu, qualitative. Ça peut être un résumé qui va, au lieu d'aller chercher uniquement le texte de la page courante, ça va être un résumé qui va aller chercher non seulement le texte du contenu, mais en plus les documents qui sont mis en pièce jointe dans le contenu courant, pour faire une synthèse un peu plus qualitative avec certaines pré-informations. En tout cas, nous, on a la main assez facilement pour aller, préparamétrer ça. Je repasse côté communication et donc je demande la suggestion de certains titres et donc là, de manière transparente, l'information va être prise en compte, envoyée au moteur d'intelligence artificielle. Ici, je suis sur, OpenAI et j'ai une proposition de 3 titres: ouverture des inscriptions pour la soirée annuelle Clé Groupe. Parfait et je vais mettre ça là-haut. Heu, la partie, fonctionnalité, générative d'IA, on l'attend. Je pense, j'espère qu'elle est dans la roadmap Majalio, sinon on a la possibilité de le faire côté Clé Groupe. En tout cas, pour l'instant, c'est une image à choisir de mon côté et mon article est créé. Donc j'ai ma base de travail, en tout cas, je peux l'enregistrer tout de suite. Voilà et il est en brouillon. Pour continuer dans dans ce nouveau métier, hein, bon, je la connais assez bien, Jennifer et elle souhaite que toutes les informations qui sont publiées, alors dans l'intranet ou ailleurs, hein, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit classé, faut que ce soit recherchable. Donc je vais avoir à traiter des résumés, à produire des résumés, alors sur n'importe quel contenu, hein, et donc je vais demander à cette intelligence artificielle, à Taskly, pour continuer: «Peux-tu m'aider à, résumer un contenu, sur l'intranet?» Alors qu'est-ce qu'il me répond? «Pour résumer un contenu sur l'intranet, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction JNLP d'enrichissement. Il suffit de passer dans le menu action des publications et de cliquer sur enrichir. On a un menu dédié, puis de sélectionner l'option résumé. Et ben, pour faire cette action, je vais retourner sur la page d'accueil et je vais travailler sur, de la documentation. Imaginons que j'ai, un certain nombre de documents, déjà présents sur l'intranet qui n'ont pas été, qualifiés correctement, heu et résumés. Ici, j'ai, alors des documents qui servent à l'espace ressources humaines, j'en parlerai à la fin, et une vidéo que je viens de déposer sur les vœux, de nos 2 dirigeants, voilà, Samir et Thibaut. Et ce menu, contextuel qui est à droite va me permettre d'appeler toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Encore une fois, ici aussi, on peut aller se brancher, je change de casquette, mais pour rajouter des fonctionnalités d'IA, hem et on retrouve les fonctionnalités, la première donc que je souhaitais essayer, c'est la fonctionnalité de résumé. Cette fonctionnalité, elle va permettre de résumer des contenus, donc des actualités, des événements. Elle va permettre de résumer des documents ou alors PDF et autres et des vidéos comme ici, où je vais aller directement récupérer une vidéo. Alors il y a un processus derrière qui est complètement transparent ici, hein, mais qui récupère la vidéo, qui va être capable d'aller récupérer l'audio, de transférer ça en texte et une fois qu'on a le texte, on a gagné. On appelle notre moteur, de NLP, heu, on a OpenAI ou autre et on lui demande un résumé et je retrouve ce super résumé donc là sur lequel je vais pouvoir l en un clic l'enregistrer. Je laisse que c'est résumé par IA quand même et je retrouve le résumé directement, complété dans cette vidéo. Je vais retourner sur mon Taskly. Heu, pour alors j'ai fait la première partie, hein, de classement de données et la deuxième partie qui va être de classement non pardon, de résumé, je suis allé trop vite, et la deuxième partie ça va être la partie classement justement, qui va être importante je sais dans mon métier de communication et de recherche, enfin pour la recherche d'informations et donc je vais continuer, je vais lui demander, j'aurais aimé, classer, des publications. Comment puis-je faire? Donc là c'est une fonctionnalité de classement, que j'aimerais, utiliser. Et donc pour classer les vous avez la fonctionnalité enrichir, donc on est toujours sur le même menu, hein, de tout à l'heure. Il suffit de sélectionner un contenu, d'aller dans le menu des actions de publication, puis de cliquer sur l'option classer, du menu enrichir. OK. Et on a même une référence, hein, d'ailleurs j'en ai pas parlé tout à l'heure, hein. Il me pointe alors une fiche que j'ai appelée JNLP, j'aurais dû l'appeler autrement. J'aurais dû l'appeler, fonctionnalité d'intelligence artificielle sur la digital workplace. Je passe sur ce contenu rapidement. Pourquoi il veut pas y aller? Ah si ça y est. C'est en fait une fiche descriptive des fonctionnalités d'enrichissement. Bah, on arrive directement dessus. On a même des petites vidéos sur comment fonctionne l'IA sur une plateforme Jalius. Je retourne, sur la précédente page où j'étais, non c'est pas ça, je vais fermer et donc bah, voilà, je suis sur la vidéo, je vais m'en servir, je vais utiliser cette nouvelle fonction, sur cette vidéo. Enrichir
et classés. Donc là, c'est un appel unitaire, hein. Nous, on a la possibilité d'aller, créer des appels récursifs sur, bah, une base complète documentaire. On a un POC qui est en cours sur ce sujet. Alors faut faire attention parce que ce classement que je viens de demander, il me propose des mots-clés internes, déjà présents dans mon thésaurus et de nouveaux mots-clés qui, eux, vont être créés pour l'occasion. Il y a une acquisition d'Alenium, c'est un fait marquant, on travaille beaucoup sur la partie RSE, et environnementale. Voilà, je peux rajouter ces mots-clés. Je clique sur enregistrer. Donc nous, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on a la possibilité de le faire en unitaire sur la plateforme, et via notre intégration, on peut aller développer ça de manière, récurrente, enfin de manière récursive, enfin sur une base documentaire. Je disais justement que ça pouvait être quand même, dangereux dans le sens où, l'IA va nous remonter beaucoup de mots-clés, et on va arriver à en fait une surinformation, de tagage qui peut être, bah, contre-productif. Donc là, on est justement en phase de POC pour fine tuner cette information et aller, bah, correctement affiner l'utilisation de l'IA pour ramener un minimum de mots-clés, mais le plus qualitatif possible dans ces phases d'automatisation. Et donc maintenant je suis content, j'ai ma fonction de résumé qui est appelée, de manière transparente, sur certains NLP, j'ai mes fonctions de classement de contenu également, et donc je vais pouvoir maintenant continuer mon travail quotidien. Heu, une des on va dire des parts de mon travail quotidien, ça va être la partie, marketing et donc marketing, qui dit marketing dit communication externe et donc réseaux sociaux. Et là, je vais demander encore une fois à ce Taskly, cet outil interne, de m'aider à travailler sur un post LinkedIn, qui est déjà présent. Alors qui est déjà présent, on va aller, sur ma page d'accueil, je vais réinventer la communication interne grâce à la Digital Workplace. Un premier article a été publié sur notre réseau interne, une nouveauté, un nouveau produit qui sort, une nouvelle fonctionnalité qu'on souhaite mettre en avant et je vais demander à cette intelligence artificielle, en te basant sur le contenu, donc qui est interne, hein, réinventer la Digital Workplace. Les hop là, je copie-colle le titre, réinventer la communication interne grâce à la Digital Workplace. Je vais lui demander, «Peux-tu me créer un post LinkedIn?» Alors pour l'instant, il n'y a pas encore d'interconnexion, heu, one click pour aller pusher, du contenu sur LinkedIn, hein, mais il génère dans ma fenêtre un exemple de post LinkedIn, réinventer la communication interne grâce à la Digital Workplace. Dans un monde en constante évolution, la transformation numérique interne est devenue incontournable. Donc bon, je ne vais pas tout vous lire, c'est, du GPT, hein, tout simplement, mais qui est directement appelé dans ma Digital Workplace. Donc je sais quel moteur j'utilise, donc les données qui sortent de mon entreprise sont sécurisées, heu et il est capable aussi d'aller chercher l'information directement dans ma Digital Workplace, sans que j'aie à aller copier-coller, le titre, la description, aller poster ça dans un chat GPT ou autre et lui demander de me créer un post LinkedIn. Ici, c'est tout intégré. J'ai tout de suite mon post LinkedIn qui sort et je vais pouvoir le copier et aller, poster ça sur mon flux. OK, je vais faire un tour sur le chat si jamais il y a des questions, qui sont, vraiment je les prendrai à la fin. Donc là, il y a des questions un peu techniques, OpenAI Mistral, on en parlera à la fin. Les lemmes de votre choix, oui, on en parle à la fin. Très bien. Ah mais il y a Jean-Michel, parfait, dans le chat. Et je continue, mon travail quotidien de communication, et l'idée, ça va être, je sais que Jennifer organise beaucoup de webinars, elle en propose et en fait faire à beaucoup de personnes, et l'idée, ça va être, bah, de rechercher de l'information dans ces différents webinars qui ont été proposés, au sein de CLI et sur différentes plateformes. Donc les webinars, au final, c'est des vidéos, hein, qui ressortent de ces informations et je vais pouvoir aller, demander à, comment chercher de l'information sur ces vidéos. Donc là, je souhaite, rechercher de l'information dans des vidéos sur mon intranet. Comment faire? Rechercher de l'information dans les vidéos, vous pouvez utiliser les fonctionnalités en enrichissement donc du module d'intelligence artificielle Jalios, JNLP. Vous devez assurer que les vidéos sont sous-titrées car cela permettra de rendre recherchable. Une fois la vidéo sous-titrée, vous pouvez poser la question à la vidéo comme vous feriez un document.
OK, super. Donc je vais aller sur une vidéo dans, mon espace documentaire sur, le manuel d'utilisation, tu vois, des docs. Tiens, j'ai encore le PDF qui m'a servi à faire l'étude, sur le coût d'entraînement de GPT-3. C'est Arxiv, qui m'a servi aussi de base. Le webinaire partenaire de la session produit. Tiens, Jean-Michel, tu vas être à l'honneur. Te voici, tu es juste là. Et donc c'est une vidéo, hein, ni plus ni moins, qui a été, automatiquement, intégrée dans la plateforme. Enfin automatiquement non, que j'ai déposée dans la plateforme et qui a été automatiquement, sous-titrée. Donc on a déjà l'audio, on a déjà les sous-titres. Et ici, j'ai la possibilité de poser une question à ce webinaire pour aller rechercher de l'information. C'était vraiment mon cas d'usage. Je sais qu'on a fait beaucoup de webinaires sur l'intelligence artificielle, où je sais qu'on a eu beaucoup d'informations de la part de Jalios sur les nouveautés Jalios, justement. Eh bien, j'ai la possibilité d'aller lui poser des questions directement au sein de la vidéo. Je vais lui demander, quelles sont les nouveautés. C'est un webinaire dédié aux nouveautés, sur les sessions produits, Jalios, donc un focus donc qui date un peu. Heu et là, il est capable d'aller tout de suite de trouver une intégration de l'outil, l'amélioration UX, une refonte complète du module newsletter. Heu, alors on peut avoir des termes, voilà, là on parle de wiki, donc un wiki, c'est wiki. On a toujours derrière la partie transcription, qui est améliorée de jour en jour, mais en tout cas, il y a une première étape de transcription textuelle qui est hyper importante. Donc on a le module newsletter et je dis: «Peux-tu, me, donner ou plutôt quelles sont les nouveautés?» Allez hop là, quelles sont les nouveautés du module newsletter 4.0? Donc là, on a une information encore qui est contextualisée. On n'est plus du tout dans le contexte, du chat GPT externe. On va aller rechercher de l'information dans la vidéo à partir de la question. Et donc là, les nouveautés du module incluent une refonte complète permettant de débrancher l'envoi de mail vers une solution externe, autre que les solutions, classiques. L'édition bulletin a été simplifiée, en réutilisant la logique des déplacements de blocs similaires à Gportal, en effet. Et le moteur de newsletter a également été revu pour améliorer l'expérience utilisateur. Et à 16 minutes 06, Jean-Michel parle, du module newsletter 4.0 qui est ici. Donc on a comme ça une possibilité d'aller rechercher de l'information dans un document, mais également, donc là je pousse la démonstration, hein, pour aller vraiment jusqu'au bout, sur les rechercher de l'information, non pas sur un document, mais sur un espace complet, documentaire. Tout à l'heure, je vous parlais de tous les documents que j'avais dans l'espace RH, hein, accueil, espace RH qui sont ici. Ces documents, ils ont été, utilisés pour aller nourrir une intelligence artificielle que je vais appeler tout de suite via le module JNLP ici. On va dire intelligence artificielle Jalios. Et ce moteur, il a été créé dans mes assistants, tous les assistants, hein. Ici, on va retrouver l'espace RH. Cet assistant, va jouer le rôle en fait de, moteur de recherche. Alors j'aime pas ce terme, mais, va être de corpus documentaire en fait pour l'intelligence artificielle, pour aller lui poser des questions, grâce au moteur de NLP. Et donc sur cette intelligence artificielle, je montrerai juste après la partie un peu, le fonctionnement technique. L'idée c'est de lui poser, des questions sur le corpus documentaire et pas sur autre chose. Ça fonctionne donc sur des documents RH, ça peut être des documents assez techniques, ça peut être des documents de production de contenu, de chartes graphiques, de chartes éditoriales et de je vais lui poser, combien de jours de congé avons-nous? Encore une fois, c'est des questions qu'on commence à avoir l'habitude d'utiliser, sur des moteurs autres. L'idée ici, c'est qu'on va aller, segmenter et surtout sécuriser l'accès à toutes ces IA pour aller donner des informations que l'on souhaite et surtout utiliser la bonne intelligence artificielle. Et on a ici une référence, donc on a les congés payés, en effet, 25 jours acquis, à partir du 1er juin jusqu'au 31 mai. Et donc ces informations, il est allé la chercher dans des documents qui viennent vraiment, des documents PDF de notre intranet, sur les congés. Voilà, il est allé récupérer ça ici, donc en un clic, j'accède à cette documentation. Je vais terminer sur la partie démonstration en passant, voilà, du côté, back office, prompting, heu alors il y a cet assistant, je fais un rapide tour quand même. Il est configuré de manière assez simple. On va aller chercher des informations qui sont dans la catégorie espace RH, c'est celle que je vous ai montrée juste avant, où j'ai mis tous mes documents PDF, dédiés aux ressources humaines, pour les poser des questions. Donc c'est une connaissance qui est en fait un dossier de ma gestion documentaire et donc tous les documents vont être intégrés à cette intelligence et je lui ai donné une consigne, su comme quoi si l'information n'est pas présente, réponds que tu ne sais pas.
n'essaye pas d'inventer et formate un peu la réponse, comme il faut. Donc ça, c'est très important, et ça permet au moteur d'aller se préparamétrer pour pas de répondre n'importe quoi. Alors, rien n'est, déterministe dans le monde des intelligences artificielles. C'est-à-dire, c'est pas parce que je dis ça qu'à 100 il va être capable de comprendre que non, je ne vais rien inventer. Néanmoins, les moteurs évoluant, ça commence à être de plus en plus vrai. On n'a quasiment plus aucune hallucination, en tout cas moi j'en ai eu juste jamais, mais garantir à 100 quelque chose dans ce monde déterministe et probabiliste, enfin pas déterministe justement et probabiliste des moteurs d'intelligence artificielle, c'est compliqué. C'est compliqué de s'engager sur ce genre de choses, mais néanmoins, tellement eu d'évolution que ces moteurs sont vraiment intelligents et capables de comprendre ce qu'on leur demande. Je vais passer aussi sur le fonctionnement de mon fameux Taskly ici, hein. Concrètement, comment ça marche? Il est là ce moteur, j'ai un onglet information, sur lequel je lui ai donné des connaissances. Donc la connaissance la plus importante, c'est la partie JNLP, je vous en ai parlé, hein. Ici, ça aurait pu être, tous les contenus de la plateforme, mais je me suis focusé vraiment sur comment fonctionne le moteur d'intelligence artificielle. Heu, on peut imaginer un assistant qui est là pour gérer les nouveaux arrivants. Et là, ce nouvel arrivant, je vais lui donner en entrée les informations RH, comment poser tes congés, comment, déposer une nouvelle demande, d'achat, comment utiliser, l'intranet ou le manuel d'utilisateur, le manuel de saisie des temps. Donc on peut lui donner comme ça de manière spécifique de la documentation et dessous, je vais aller lui donner des consignes. Heu, ces consignes, j'étais parti initialement pour vous proposer une démonstration qui était très scriptée. Je veux une étape numéro un, une étape numéro 2 et ainsi de suite, en mode nouvel arrivant. C'est pour ça que j'ai des étapes comme ça, étapes résumées et donc on avait passé à l'étape 2, passé à l'étape 3. Ça fonctionnait très bien, mais au final, au fur et à mesure que que j'ai utilisé ce Taskly, je me suis dit: «Mais en fait, il répond très bien à mes questions, complètement de manière naturelle». C'est-à-dire que je change de poste, je pose mes questions sans avoir à scripter l'avancée et il est capable de me répondre automatiquement. Donc j'ai laissé ce script quand même, néanmoins, je lui ai donné une consigne, des consignes en avant et des consignes en tête sur comment, réagir à l'utilisateur, et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà et donc ça, c'est un peu le la ca partie back office. J'y reviendrai juste après avec quelques petits tips de prompting. Ça vaut ce que ça vaut, sachant que rien n'est déterministe. Encore une fois, déterministe dans, le monde de l'intelligence artificielle, c'est très empirique. Voilà sur la partie démonstration. J'espère vous avoir montré un peu, de quoi était capable la plateforme. Heu, si, dernier sujet, allez, j'édite cette intelligence artificielle et dans l'onglet avancé, on a la possibilité d'aller choisir le modèle d'intelligence artificielle. Ça va faire un lien avec ce que je vais vous présenter juste après en un slide. C'est-à-dire que je vais pouvoir, demander à la plateforme de choisir un moteur Mistral assez simple peut-être, un 7B tout simplement, pour aller faire des résumés de texte. J'ai pas besoin d'aller appeler un GPT-o1, un OpenAI O1 ou d'autres moteurs qui sont, chers en termes de coûts, hein, pécuniaires, mais aussi chers en termes environnementalement. C'est-à-dire que ça va nécessiter une puissance de calcul qui est vraiment conséquente. Donc je vais pouvoir comme ça aller segmenter l'utilisation de chaque moteur en fonction, eh ben, du besoin que j'ai fonctionnel derrière. Par contre, si j'ai un assistant qui va aller, récupérer, heu, des dizaines et des dizaines de documents, métiers sur, je sais pas moi, des segmentations médicales, sur des analyses d'offres, de seringues, et ben, je vais lui donner ces documents et là, je vais utiliser un moteur qui est peut-être un peu plus costaud, sur du 8X22B ou côté OpenAI, je vais choisir un modèle un peu plus costaud qui lui va être capable d'aller analyser, de manière un peu plus fine et aller chercher de l'information, de manière un peu plus pertinente dans tout ce que je vais pouvoir lui donner et les questions que je vais pouvoir échanger avec lui. Donc cette partie, paramétrage va faire écho tout de suite à, la partie, versatile de la plateforme Jalios. En bas à gauche, on voit, alors je l'ai mis en petit, on a la liste des fonctionnalités de la plateforme en termes d'intelligence artificielle, ainsi que tous les connecteurs qui évoluent, très régulièrement sur les différentes plateformes, alors françaises ou américaines. On a de l'Azure, de l'OpenAI, du NLP Cloud, du Mistral AI en France, du Lighton, du Gladia pour la partie audio, Anthropic. Donc on a tous ces connecteurs en fait qui vont être disponibles et qu'on va pouvoir brancher sur notre plateforme, unique, notre point d'entrée unique vers, bah, le monde des IA pour mon entreprise. Et ainsi, on va pouvoir être donc versatile, c'est la partie choix, hein, on va pouvoir, faire exactement ce que je viens de vous dire en fonction du cas d'usage, choisir la bonne IA, qui est complètement liée à la notion de responsabilité, environnementale
pour aller essayer de limiter l'impact que l'on va avoir avec cette intelligence artificielle qui, quoi qu'il arrive, sera présente demain dans notre quotidien, enfin est déjà présente, j'ai envie de dire, mais du moins on va pouvoir les choisir, heu, plus finement et de manière un peu plus responsable son usage. Et grâce à cette notion de versatilité également, on va pouvoir essayer de garder un contrôle sur ces données et choisir quelles informations on souhaite aller faire, axer et «partir» entre guillemets, sur le moteur d'intelligence artificielle plutôt côté USA, plutôt côté français, plutôt côté, interne pourquoi pas, ou cloud privé. On a OVH qui sort des moteurs comme ça, des endpoints dédiés à l'IA et donc ce sujet, il est quand même, assez important et qui il permet surtout de garder un contrôle. C'est ça qui est important sur la plateforme, c'est qu'elle va être un point d'entrée unique, autant que faire se peut et surtout elle va permettre de garder le contrôle sur ce qu'on va donner à manger à l'IA et où est-ce que ces données vont aller. C'est vraiment une force, que propose ce produit. Je terminerai, cette présentation, sur quelques petites astuces sur du prompting, parce que, pourquoi pas? On est complètement dans le thème, sachant que rien, encore une fois, n'est sûr et certain. C'est-à-dire ce que je vais vous proposer ici, c'est vraiment basé sur de l'empirisme et sur du retour d'expérience. L Quelque chose qui est à éviter, c'est toutes les formulations, négatives. Ne fais pas ou n'utilise pas, c'est quelque chose que l'IA a du mal à comprendre et surtout qui la met dans une posture de négation. Heu et de par son comportement probabiliste, elle va se mettre justement dans ce mode négation et les résultats sont souvent moins qualitatifs que, lui donner des avantages. Tu seras avantagé si tu travailles sur la documentation produit présent dans ce répertoire. Ou je préférerais que les informations récupérées viennent des sources, X ou Y. L'IA va prendre ça vraiment comme un bonus, heu et ce qui va en découler surtout, vu qu'on est sur de la génération probabiliste de texte, hein, ce qui va en découler sera qualitativement associé à du positif qu'à du négatif. 2e astuce, c'est la notion de chaîne de pensée en intelligence artificielle, qui permet en fait d'amener l'IA à produire des contenus de qualité. Au lieu de lui demander: «Bah, résume-moi ce contenu et propose-moi une méthode, de vente d'un produit, sur la plateforme, de marketplace, Amazon». Au lieu de faire une grosse demande comme ça qui est potentiellement assez riche, et qui demande d'aller chercher de l'information à droite à gauche, on va lui proposer et lui demander surtout d'expliquer étape par étape son raisonnement. Certains modèles le font nativement, j'ai vu ça sur DeepSeek, récemment, sans que j'aie eu à lui demander. Il a été capable de, dire: «Bah, voilà, je vais commencer par faire une recherche sur internet». Donc il fait sa recherche sur internet, il dit: «Voilà, j'ai trouvé, 15 contenus, j'analyse ces contenus, je vois sur ces contenus que j'ai certaines informations» et donc il explique vraiment son raisonnement et là, en fait, ça amène cette intelligence artificielle à, à garder son cap. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à garder, en fait, sa ligne de réflexion pour arriver à, l'état final recherché, et surtout un état final qui est, plus qualitatif que lui lancer la question comme ça, sans la guider. Vous l'avez vu tout à l'heure, quand je suis passé sur la partie paramétrage de du moteur, hein, de Taskly, j'ai utilisé pas mal de hashtags. Les hashtags, c'est un caractère qui est particulier, quand on envoie une question à une intelligence artificielle. C'est un caractère qui permet d'éviter la tokenisation. Alors techniquement, voilà, ça s'appelle comme ça. L'idée, c'est d'éviter à l'IA d'aller couper, son analyse de texte au plein milieu d'un mot qui est important ou au plein milieu, d'une suite d'informations que je souhaite en fait faire séparer pour une analyse distinct. Ici, j'ai mis un exemple: rédige un rapport sur l'impact de l'IA dans le secteur de la santé et j'ai mis ces caractères ici pour dire le ton formel, le livrable, le milieu et ainsi de suite, ainsi que la méthodologie. L'idée de faire ça, c'est d'éviter de couper en plein milieu mon ton formel ou du moins de couper en fait l'information de guide que je souhaite fournir à l'IA et grâce à ça et ben, en fait, j'arrive à donner l'information de manière plus qualitative à l'IA et d'être sûr en fait, que cette information n'est pas coupée et pas mal interprétée par l'IA. C'est vraiment ça l'intérêt de ce séparateur. Il faut en mettre, au moins 3, je crois de mémoire, pour aller indiquer à l'IA d'éviter cette, tokenisation, cette séparation d'éléments et de garder cette pensée en tout cas, cette information que je souhaite transmettre à l'IA. Je continue sur la partie, sur une dernière slide, sur
les écarts versus l'attendu. C'est une bonne pratique, de même que je vais lui demander d'expliquer sa pensée. Si le résultat attendu, n'est pas pertinent et ne correspond pas à mes attentes, plutôt que de lui dire: «Bah, non, c'est pas ça» ou «C'est je ça me va pas». Il faut lui expliquer l'état final recherché. Donc le résumé est trop général, s'il te plaît, donne-moi des informations plutôt, en venant de cette information ou spécifiques à tel ou tel cas d'usage ou telle documentation ou tel site internet. On arrive beaucoup plus facilement à, une réponse qualitative en précisant ce que l'on souhaite, autant que faire se peut. Mais en tout cas, c'est une bonne pratique, vous l'avez peut-être déjà constaté, mais en tout cas, il faut lui donner où aller, le guider, en fait. Et le dernier, alors ça, c'est vraiment le bonus, c'est une commande, alors step by step ou en fait, comment, pré-prompter nos modèles pour, les mettre dans un état où ils puissent réaliser des tâches automatiquement pour nous. Heu, L'idée, c'est, de créer un chat, hein, avec l'IA où je vais lui dire: «Bah, voilà, nous allons créer quelque chose ensemble». Ça peut être, un rapport, ça peut être des résumés de contenu, ça peut être, des comptes rendus de réunion. Nous allons créer voilà, des revues de presse ensemble. Attends mon prochain prompt. Donc là, je mets l'IA dans un état où il va attendre la suite de mes informations pour aller rechercher et travailler, et produire du contenu. Après l'IA va me dire: «Bah, c'est très bien, OK, j'attends la suite». Ensuite, je vais définir qu'est-ce que je souhaite. Définir l'attendu en termes de format, on l'a vu le prompt de juste avant avec, les dièses, hein. Le format, le ton, le livrable, la méthodologie. Donc là, je décris, concrètement quel type de travail il va devoir mener, comment il va devoir mener, va faire une recherche sur internet, récupère les 10 premiers résultats les plus pertinents et fait un résumé de ces informations. Donc je structure l'information, récupère les, 5 articles sur Le Monde, Le Figaro et ainsi de suite. Synthétise les informations, donc là je lui demande le travail qu'il va devoir fournir, je lui décris plutôt le travail qu'il va devoir fournir et ensuite je précise comment je vais appeler cette mécanique de travail, ce moteur de travail, on peut appeler. Et donc je dis: «Définir la commande qui sera demandée, 2 points, revue de presse sur le sujet que je vais devoir traiter ou, XXX est le sujet». Et là j'en donne pas plus pour l'instant, je lui ai pas demandé de faire du travail, je l'ai pré-paramétré pour que lors de mon appel à revue de presse sur XXX, il lance le travail demandé et là j'exécute la commande juste après. Donc c'est, une manière en fait d'automatiser certaines tâches et de pré-prompter l'IA. Donc ça peut être très bien fait, côté Jalius dans des assistants, hein. Et donc c'est des tâches qu'on va pouvoir lancer de manière automatique de à la chaîne, avec un pré-prompting et donc une structure de contenu qui va être précise, qualifiée et de qualité, et que je sais qui fonctionne bien. Voilà, écoutez, j'ai fini, ma présentation, en termes de démonstration, en termes de slides. Je vais passer aux questions-réponses, si vous le Merci, voulez bien. Fabien pour ça. Alors il y a eu des échanges, Ouais, il y a des personnes côté j'ai Jalius qui ont vu. commencé à répondre un petit peu. En tout cas moi ça me fait plaisir Oui. parce que tu as pris l'exemple du marketing et c'est, une Ouais. des choses qui s'est dite ce matin parmi les statistiques et Mmh. les chiffres qui sont sortis là sur la table ronde de ce matin, c'est que les OK. 2 métiers où, il y a le plus d'utilisation d'IA, c'est l'IT et le Mmh. marketing. Et Donc ouais, c'est très parlant comme cas d'usage. évolution. Ouais. Alors il y avait quelques démos, notamment, sur, mais tu as couvert, il y avait quelqu'un qui demandait comment est-ce Ouais, que, Taskly était relié à une IA type GPT. Elle demandait quand même exact. quid de l'exploitation des données, et puis je pense qu'il y avait, heu, Alors, quid de l'exploitation des données, dans quel sen ah oui, quid de la prise en compte de non, de l'accès au contenu. Ah, j'ai il mal y en a compris, voilà. plusieurs en fait. Heu, C'est Catherine ah qui OK, demandait quid de l'exploitation des données et il y avait des ouais. questions qui Et étaient, il y a Fabrice aussi, voilà, c'est quid ça, de la prise en compte de l'accès au contenu des documents en fonction de leur sensibilité? Alors, exactement. l'accès aux données, eh ben, il est complètement tributaire de l'intelligence artificielle qu'on va utiliser. On l'a vu, hein, on sélectionne vraiment notre moteur qui il peut être, dans le cloud américain, dans le cloud français, dans un cloud privé à vous, chez OVH. Donc on va pouvoir segmenter et même, pourquoi pas sur une moteur d'IA que vous allez faire tourner, sur du Llama en interne. Mmh. Ça Donc répond à la l remarque voilà de Lionel la 1re question. qui disait aussi, tout en LLM as a service, mais non, on peut aussi mettre en interne. 2e sujet sur, quid sur, l'accès aux documents, en fait. Alors comment ça fonctionne? Je vais faire une brève parenthèse technique, c'est-à-dire quand on va donner à manger des documents à une intelligence artificielle, ces documents, ils vont être coupés en morceaux, et ils vont être vectorisés et mis dans une base de données. Cette base de données, elle peut être interne à 100. C'est une PG Vector le fait très bien, c'est open source. Donc ça, c'est sûr que ça reste chez vous.
une fois que c'est, on va dire découpé, classé sémantiquement, mis dans une base interne, ça va être chez vous. Après lors de l'appel, quand on va questionner ces documents, là quand j'ai fait mes questions, sur le document RH, on a un peu la même mécanique qui va être proposée. C'est-à-dire que la question va être aussi coupée. On va aller chercher dans cette base qu'est-ce qui correspond à ma question et on va donner tout ça à manger à une intelligence artificielle et c'est là encore une fois où quand ça part, si ça part en interne, ça va être, sécurisé et si ça part, sur du OpenAI, aux États-Unis et bah, tout va partir côté, États-Unis et donc encore une fois, bah, c'est là où il va falloir aller choisir où ces informations partent, heu, où est-ce qu'on veut et comment on veut les sécuriser. Alors en complément, de ta J'espère réponse, hein, Fabien, mmh. il y a Olivier, qui disait aussi qu'il y avait Ah bah, parfait. la Mmh. classification. Donc Oui. on peut aussi, choisir, enfin peut-être que tu veux compléter là-dessus? Oui, oui, tout à fait. Alors la classification, c'est quelque chose de tout neuf en effet, qui permet de donner des niveaux de sécurité à, de la documentation. Donc on peut indiquer, tel document est classifié X ou Y et derrière, on peut s bloquer des appels, je pense que c'est ça qu'il voulait dire Olivier. On peut aller bloquer l'utilisation, de GNLP. Ça c'est voilà, ça coupe, tout de suite le certains documents potentiellement, certaines fonctionnalités, d'intelligence artificielle. Et peut-être un dernier, alors je ne sais pas si c'était dans l'ordre d'idée de enfin de ce que voulait Fabrice, mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la plateforme, l'utilisateur, lui, n'a accès que enfin l'IA ne se contente que des documents auxquels l'utilisateur a accès aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, dans d'autres Oui, c'est systèmes sûr. est un petit peu, Mmh mh. flou. Nous, on est très, très, carré dessus justement côté Jalios, hein. Ouais, en effet, il y a une segmentation des droits qui est portée, dans cette base et donc l'information, la personne, si elle n'a pas accès à l'information, le moteur va pas lui rechercher des informations à l'intérieur. Il aura même pas connaissance de ces informations dans sa réflexion, en fait. Quand on va donner ça à manger à l'intelligence artificielle, si la personne n'a pas accès à un document X, le document X va pas remonter et ne sera pas envoyé au moteur d'intelligence artificielle, donc il y a aucune fuite de données de ce côté-là qui sera possible. Ah bah, super, il y a Olivier aussi, donc ouais, en effet, il y a bien Google Gemini qui était pas dans mon slide et OVH Cloud, Ouais, donc là, parce j'en ai que ça rapidement bouge parlé, beaucoup, ils ont bien effectivement. pris. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà. Il y a Catherine qui demande si les slides sont disponibles et les discussions aussi. Donc les slides, peut-être je te laisse répondre, Alors, Fabien? slide pour moi, il y a pas de souci, OK. les discussions, c'est plus lié à la Ouais, ça plateforme. on n'a jamais fait, donc j'ai peur que les discussions, on ait un petit peu de mal à les extraire, C'est Catherine. bloqué. Voilà. OK. Voilà et ben, écoute, je crois qu'on a couvert à peu Merci à près tous. toutes les questions. Merci à toi pour Ouais, en cette, tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, voilà, sur LinkedIn ou ailleurs, contacter faut Fabien, pas hésiter. n'hésitez pas. Ouais. Je vous invite si vous voulez voir plus de démos, je vous invite à la session de 16h30 je pense, de fin de journée, là où, bah, ce sera justement Jean-Michel, hein, dont tu reprenais la vidéo tout à l'heure, qui vous montrera, voilà, sans doute d'autres, manières d'utiliser l'IA, dans la plateforme, Jalios. Et puis peut-être des nouveautés voilà, qui arrivent, qui sont sur le point, qui sont un peu en bêta. Heu, donc heu, donc voilà, ça vous permettra peut-être de vous projeter dans d'autres choses. Mais là, ce que Fabien a présenté, c'était Mmh. vraiment un de très bons cas d'usage, sur des métiers où on voit, hein, que faciliter, le passage, de quelqu'un dans une autre direction, d'aider la personne à réaliser ses Mmh tâches, mh. c'est ça qui va contribuer aussi, à une bonne expérience collaborateur. Donc bah, merci encore à toi Fabien. Merci à vous. Et puis donc, bah, on fait une courte pause et puis on se retrouve à 15h15, si vous le voulez bien avec, alors ce sera la 4e session de la journée, une autre masterclass qui abordera 5 cas d'usage, de l'IA. Donc peut-être, qu'on ira un petit peu au-delà du marketing et sur d'autres métiers. Voilà et puis après à 16h30, l'atelier démo dont je vous ai parlé. Voilà, Merci, merci à à vous. bientôt.